Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin, donc merci d'être venus avec ce beau soleil. Donc cet après-midi, on va parler des médias sociaux, notamment avec trois très bons exemples. Donc on va commencer avec Jérôme Daes de France Télévisions et du site play-digital.com, un excellent blog que je vous conseille d'aller voir. Également connu sous e-influenceur, donc vous pouvez tweeter, hein, vous aurez à chaque fois les comptes Twitter, c'est un peu la conférence où vous pouvez plus facilement tweeter, c'est un peu le but aussi. Donc aujourd'hui on va vous parler de contenu, donc Jérôme va commencer par va vous donner quelques exemples de choses à faire et à ne pas faire, ensuite on enchaînera avec un exemple, je pense que tout le monde connaît Air France, il faudrait que quelqu'un ne connaisse pas Air France, le plus important compte Twitter en France à l'heure actuelle pour le CAC 40, 395 000 followers, si je ne dis pas de bêtises, numéro 1 en France. Donc c'est l'occasion que vous allez voir un peu comment, chez Air France, ils sont vraiment organisés pour travailler sur les médias sociaux. Là, on n'est plus du tout dans la batterie, ça sera vraiment l'occasion de voir comment ça marche. Et enfin, on finira avec un très bon exemple alsacien, donc avec les blogueurs Alsace, sur la campagne de lancement du parc du Petit Prince, qui se trouve dans le Haut-Rhin. Si vous n'avez pas encore l'occasion de visiter le parc, il va bientôt rouvrir, je crois, pour l'émission 2015. Voilà, donc on se terminera vers 15h, vous aurez une pause entre 15h et 15h15. Pour ceux qui suivront pour la Smart Data, ça sera ici. Pour ceux qui voudront ceux qui sont inscrits pour l'atelier sur les supports web avec Thomas Adam, qui est le bout de web, ça sera dans la salle qui est tout au bout du couloir à droite. Entre-temps, vous aurez une pause café et boisson entre les deux, à peu près entre les deux. Donc n'hésitez pas, donc je vous rappelle le hashtag pour cliquer, un BZP Alsace. Et donc je laisse la parole à Jérôme. Est-ce que ça marche? Oui, ça a marché. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la stratégie de contenu et en gros, qu'est-ce que le contenu sur les médias et réseaux sociaux. On va repartir juste pour la première slide, 19 ans en arrière, avec une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bill Gates. Et il avait écrit, notamment sur le web, un article où dedans, il racontait que le contenu était roi. Et il ne s'était pas trompé il y a 19 ans en arrière. Maintenant, de nos jours, on arrive à un contenu qui est ce qu'on appelle classiquement l'infobésité, c'est-à-dire une vague énorme de contenu par jour. En gros, il y a des tweets par jour, c'est 500 millions de tweets. Les messages sur Facebook, c'est 10 milliards de messages jour. Sur YouTube, on a à peu près 300 heures de vidéos qui sont uploadées tous les jours sur YouTube. Tout ce contenu-là fait que l'internaute, entre guillemets, est face à un contenu qui est juste impossible à digérer. J'ai recalculé avec un petit site en 60 secondes exactement ce qui passe à travers les réseaux, les médias sociaux. Il y a 1 354 440 gigabits de données qui basculent sur les réseaux sociaux en 1 minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la donnée, donc ça va de Snapchat en passant par la Dropbox, par les emails. On est face vraiment à du contenu et des contenus de tout le monde. Tout le monde maintenant est devenu parle sur les réseaux sociaux, tout le monde est quasiment journaliste aussi sur Twitter. Donc face à ça, ça c'est la version bisounours, comment les marques valorisent leur contenu. Donc c'est un contenu que je balance sur les réseaux sociaux et il marche ou il ne marche pas. Ça, c'est la version vraiment de base, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, la gestion de contenu. Il y a une seule question à se poser lorsque vous commencez à réfléchir à une stratégie de contenu sur les réseaux et les médias sociaux, c'est quel est votre objectif? C'est la seule question. Je vois trop de gens qui commencent à poster sur Facebook, Twitter, le même contenu, sans savoir pourquoi ils le postent, et sans savoir aussi ce qu'on attend derrière. Il y a une seule question, c'est quel est votre objectif avant de commencer à réfléchir à ce que vous allez poster. Donc là, il y a différents objectifs qui peuvent appartenir à, en gros, quand on parle de réseaux médias sociaux, il y a deux directions qui sont touchées dans les entreprises. Il y a la direction marketing, qui est plus un aspect, on va dire, ROI.
retour sur investissement, et la direction de la communication qui a plus une visibilité, qui demande plus peut-être un objectif de visibilité ou de communication de notoriété. Donc suivant les objectifs, on va utiliser ou pas différents réseaux sociaux. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on poste du contenu, il y a ce qui est visible par les internautes, parce que tout le monde va voir votre contenu avec votre wording, ce que vous avez écrit, votre image, votre lien qui s'en va vers votre site internet. Et il y a tout le côté qu'on ne voit pas, qui est en dessous de l'iceberg, c'est-à-dire votre objectif. Si on connaît votre objectif, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Je vous montrerai des exemples où on connaît l'objectif, c'est pas terrible. Il y a 3 paliers pour moi. Il y a le contenu qu'on voit, donc il y a la stratégie, qui est la stratégie SEO, notoriété et les objectifs qu'on ne voit pas, bien sûr, et l'analyse. Sur ces 3 piliers, ce qui est transverse à tout ça, c'est la veille. Et ça, c'est là où la plupart du temps le bas blesse. On peut être un très bon community manager lundi et être complètement en la route le mardi, si on n'est pas toujours en veille sur les derniers réseaux qui sortent, ou les dernières techniques, ou les derniers formats d'image, ou la dernière publication de Facebook sur la newsroom. Voilà, il faut toujours être en veille. Et la veille, c'est quasiment le nerf de la guerre de la stratégie. On a vu la version bisounours, ça c'est la version qui est un peu plus, je l'ai appelée la version Padawan. Donc le contenu, il est multicanal. Et justement, il y a différents canaux qui sont plus ou moins adaptés à votre stratégie. Alors le contenu est protéiforme, ça peut être du texte, ça peut être des liens, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo. Et suivant en fait votre contenu, donc du texte va être adopté forcément sur un billet blog, un article de blog, ou sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. La photo va être beaucoup plus adaptée à WordPress aussi, à Facebook, Twitter. Bien sûr, il y a des réseaux qui sont dédiés, des réseaux qui sont vraiment dédiés à un média donné comme Pinterest ou Flickr. Ou pour la vidéo, il y a Vine aussi qui est lié aussi à Twitter. Donc la vidéo, il y a forcément les plateformes de partage comme YouTube ou Dailymotion. Ça, ce sont vraiment des contenus qui sont dédiés. Quand on commence déjà à comprendre que certains canaux sont plus réceptifs à votre contenu que d'autres, on est déjà dans une étape qui est supérieure à votre réflexion. Là, on arrive dans une version de Jedi. Alors, la version de Jedi, c'est là vous avez en gros par rapport au canal avec on va dire trois grands objectifs. Le côté SEO, on dit souvent. C'est-à-dire le côté SEO, c'est le positionnement de votre contenu dans les moteurs de recherche. Le côté communication et le côté trafic, ce qui va vous rapporter du trafic à votre site. Il y a des canaux qui sont vraiment adaptés et d'autres qui ne sont absolument pas adaptés. Donc, si on prend par exemple Facebook, il est adapté au SEO, mais vous avez vu, j'ai mis vert pour le SEO et jaune à la fois, parce qu'il est adapté pour le SEO juste pour le nom de votre page. Vous ne verrez jamais un post Facebook, même public, apparaître dans Google. Pour une marque, ça ne se remonte pas, ça. Par contre, le nom de la page va remonter dans les 10 premiers résultats. Quand c'est une page qui commence à avoir beaucoup de fans, il n'y a aucun souci. Côté communication, évidemment, Facebook, et pour le trafic Facebook, quand vous partagez un lien sur Facebook qui renvoie vers votre blog, ça apporte du trafic. Twitter, c'est pareil. Twitter, le compte entreprise va remonter dans les résultats de Google, à condition qu'il ait le même nom. Hein. Je suppose que le compte Air France s'appelle Air France et ça va s'appeler un autre nom, ça serait suffisant. Par contre, c'est pas tout à fait vrai, mais les tweets commencent à remonter, certains tweets commencent à remonter maintenant dans les résultats de Google. Alors, certains disent qu'il faut avoir un énorme compte, c'est faux. Moi, j'ai un tout petit compte et les tweets remontent, sont indexés déjà, même les tweets de 2009 sont indexés dans le moteur de recherche. Donc, certains tweets vont remonter, et en fait, l'algorithme fait qu'il y a le retweet va compter, les personnes qui ont retweeté vont compter, c'est-à-dire si vous avez des gros comptes qui ont retweeté, même un tout petit compte, ces petits comptes-là, son tweet va remonter dans les résultats de recherche. Donc voilà. Pour Google+, alors ça c'est le gros réseau qui est souvent trollé par
l'ensemble des community managers et social media managers, qui disent que ça ne sert à rien de toute façon. Alors c'est faux. Google Plus est un excellent réseau social. Et en gros, si je prends des exemples, est-ce que vous savez ce que c'est que le Graph Search de Google? Non. Quand vous tapez par exemple Air France dans Google, les 10 premiers résultats vont apparaître sur la page, et à droite, vous avez une sorte de petit encart qui s'ouvre avec souvent l'article de Wikipédia qui est mis en avant, et en dessous, en fait, le résultat du dernier post de la page Google+, qui est stratégiquement super important. Je prends l'exemple de France 3 par exemple, ça veut dire que si on veut mettre le prime en avant de la soirée, je dis n'importe quoi, c'est déraciner les ailes. Si je poste à 8h, j'ai fait un post sur la page Google Plus de France 3 en disant ce soir déraciner les ailes, tous regardez, c'est super. J'ai un peu mieux. Donc à peu près les 8h quand je poste, à 8h02, il est indexé sur le Graph Search de Google. Ça, c'est juste une prouesse. Ça veut dire que quand les gens vont taper France 3 dans Google, sur la droite, ils voient mon post. Il indexe même l'image que j'ai mis dans le post. Donc ça, par exemple, ça a une valeur ajoutée qu'aucun réseau social à côté n'a. Vous pouvez faire un post sur Facebook, personne ne verra apparaître sur la première page de Google à droite, mis en avant. Donc l'intérêt de Google+, c'est le SEO. Ça, c'est sûr. Outre que c'est quand même le réseau social qui appartient à Google et que 75% des gens utilisent Google comme moteur de recherche. J'ai pris Instagram parce qu'il n'est pas très bon, même si énormément de marques s'en servent, mais il n'est pas bon en SEO. Il y a quasiment même peu de comptes de marques qui remontent, contrairement à Pinterest qui est meilleur quand même. En communication, par contre, il est très bon parce que c'est viral. Et en trafic, il est juste à l'ouest. Il n'y a rien du tout. Hein. Vous ne pouvez pas faire de lien ce jour. Bon, il est en train de changer, là, notamment avec la pub qui va arriver. Air France, d'ailleurs, a un beau partenariat, il me semble. Et donc, on ne pouvait pas mettre de lien, en fait, juste à part dans la bio. C'est impossible de mettre un lien dans un post qui n'était pas cliquable. Donc, forcément, il n'y a aucun retour au niveau trafic. Donc voilà, ça, c'était une version Jedi. Et juste pour vous montrer ce qui marche, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 ou 40 000 choses qui marchent sur les réseaux. Quand vous êtes dans l'originalité, vous avez tout gagné. Ça, c'est la chaîne YouTube de Star Wars officielle. Ils postent le dernier trailer, en fait, c'est le 7. Si je suis bon, ça va être le 7. Bref, au bout de 2 mois, ça fait 14 millions de vues. Vous avez une petite estimation de combien ça peut gagner sur YouTube les gens qui postent des vidéos? 1 million de vues, combien ils touchent? 1 000 euros, entre 1 000 et 1 500 euros. Après, par contre, c'est logarithmique. C'est-à-dire que 2 millions de vues, c'est pas 2 000 à 3 000 euros. 2 millions de vues, c'est 4 000 euros. Donc voilà, c'est. Donc, voilà, là, ils ont fait 14 millions de vues. Ok. Sur la page Facebook, toujours le compte Star Wars poste un trailer sur comment faire un maître Yoda en pancake. Ça fait 2416 likes et ça fait 361 193 vues. Quelques jours plus tard, il poste la vidéo complète. 31 millions de vues. C'est-à-dire que Yoda en pancake fait plus de vues que le trailer de Star Wars. C'est juste énorme. C'est ça, en fait, le secret. Le secret, là, le gars, le community manager qui est derrière, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il va aller chercher un contenu. Je ne parle pas si le contenu est légal, s'il va appliquer la loi, etc. Je parle de juste l'idée de parler, en fait, de son produit, mais de le présenter sous une forme qui est où personne s'y attend. Ça, c'est juste génial. Ça, c'est vraiment ce qui marche. C'est-à-dire, on va se décaler complètement par rapport au contenu et par rapport à la marque. Donc, le gars qui est derrière le compte, chapeau bas, parce que là, il fallait vraiment valider. 31 millions de vues, il n'y a pas faute. En sachant bien sûr que
en ce moment, Facebook met vraiment les vidéos en natif, en avant. C'est-à-dire que si vous postez votre vidéo directement, si vous uploadez votre vidéo directement dans Facebook, elle va être énormément vue. Facebook va tout faire pour la mettre en avant. Ce qui tue, en fait, YouTube, qui est son pire ennemi. D'ailleurs, YouTube, c'est Google. Donc ça peut poser d'énormes problèmes. Ce petit changement, entre guillemets, de stratégie. Je vous parlais de la veille. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait de la veille là, pour certains, imaginez-vous Canal+, qui avait lancé 24 chaînes YouTube, et qui se retrouvent du jour au lendemain avec un YouTube sur Facebook qui est juste dont le reach, c'est-à-dire la portée, la visibilité des posts est complètement descendue. Ça, c'est un gros problème de strat. Donc là, Facebook fait tout, d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, allez sur l'excellent compte de la page France, quoi. Au hasard. Mais il y a l'onglet vidéo, maintenant, il est organisé, tu as l'impression d'être dans YouTube, avec des playlists. Donc là, on a vraiment un changement et une attaque directe de Facebook sur YouTube. Je ne parle même pas de Dailymotion. Pour moi, il n'existe même pas. Donc, et en 2015, on a quand même des community managers qui continuent à faire des posts en disant likez ou cliquez sur j'aime. Ça, c'est ouf. Donc, on a quand même j'ai mis TF1, mais c'est pur hasard, The Voice. Mais c'est quand même fou qu'en 2015, le CM qui se retrouve derrière une page Facebook continue à faire un appel au like qui est strictement interdit par Facebook. Donc ça, c'est fou. Parce qu'en plus, la valeur ajoutée de dire si t'aimes mon contenu, clique, et si t'aimes pas, partage, plus il faut prendre le mec pour un débile. Donc, alors ça fait encore des likes, hein, mais voilà, ça c'est. Il n'y a aucune valeur ajoutée là dans le post. Pire, enfin pire, c'est après. Ça c'est un compte que j'adore, c'est un compte Instagram. Je voulais vous montrer, je vais parler d'originalité, et ça c'est la deuxième recette de cuisine. C'est la simplicité. Ça, c'est une idée juste géniale. Le mec, il a traduit des mots anglais-français sur Instagram. Donc, il met juste un mot. Donc, vous avez par exemple heureux, en dessous, il met happy. Voilà, ça fait 7000 likes. Je suis deg. J'ai pas eu l'idée, moi je suis deg. Alors, on peut le détourner. Hein. Après, on peut l'imaginer. Sur Air France, par exemple, ouvrir un compte Instagram et en se disant qu'on va traduire en anglais tous les mots en français, etc. Ou on pourrait très bien imaginer ce qu'on va mettre dans la valise. Là, ça pourrait être aussi, et je suis sûr que ça marche. Et ça, le mec, il y a une petite demoiselle qui travaille avec lui qui fait juste de temps en temps un petit dessin pour illustrer. Et là, il a changé un tout petit peu depuis quelque temps. Il met des petites phrases. Il met des petits. Des petites citations. Citation, 14 000 likes sur Instagram. Le mec, il fait rien, hein, il recopie la citation, il poste, bim. Ça, c'est juste top. Alors après, là, elle m'a fait rire parce il y a une fille qui dit c'est génial, j'apprends le français et grâce à vous, donc elle apprend le français via Instagram. On ne pouvait pas imaginer quand même que ça puisse arriver un jour ici. Et donc voilà, ça c'est la simplicité. Il ne s'est pas pris la tête, il fait des mots qui descendent plus tous les 6 ou 7 posts, et ça fonctionne. Hein, 253 000 personnes qui le suivent. Et là, il y en est à 530 publications. Donc il y a au moins 500 et quelques mots qui ont été traduits. La version Dark Vador, donc, comme je vous l'ai dit, depuis le 5 novembre 2014, il est interdit de faire un appel au like, c'est-à-dire que sur les pages, lorsque vous utilisez une app, vous n'avez pas le droit de dire clique sur la page pour participer à un jeu, par exemple. Clique sur j'aime pour participer à un jeu. Et pourtant, et là c'est une agence spécialisée dans les app, continue, c'est la même agence, on peut aller le dessin, hop, la petite flèche là, c'est la même bandeau. Bon, c'est facile de développer ça, mais c'est strictement interdit. Et ça continue encore de fonctionner. Donc il est clair que Facebook a 2 vitesses entre ce qu'il dit et les sentences derrière, il y a quand même un delta. Mais ça existe toujours.
Alors, je me suis dit, je ne vais pas me déplacer en Alsace sans faire une étude de cas. Donc, j'ai décidé de m'appliquer, en fait, sur mon propre blog, enfin, mes propres réseaux. J'ai essayé d'imaginer comment je vais pouvoir, en objectif, je me suis dit comment je vais faire des vues sur mon SlideShare en utilisant un réseau social que je n'ai jamais utilisé. C'est rare, mais j'ai utilisé, en fait, vous connaissez LinkedIn? Oui. Tout le monde a son profil. Bien. Et LinkedIn, on l'imagine comme étant un réseau social professionnel et dédié notamment au curriculum vitae. C'est faux. C'est pas ça. C'est plus ça. C'est terminé. LinkedIn, c'est devenu une plateforme de publication. Pour moi, c'est vraiment le réseau social qui est en train de partir, mais en flèche. La preuve, c'est que le premier réseau social que je regarde le matin, c'est LinkedIn, pour me documenter sur LinkedIn. Je suis des gens sur LinkedIn, et c'est beaucoup plus propre que sur Twitter. Sur Twitter, les gens me disent « Salut, tu veux un café? Salut, bonjour, salut ». J'ai pas d'infos. Sur LinkedIn, il n'y a personne qui crie « Salut, tu veux un café ». Donc c'est encore très propre. Résultat des courses, on a un contenu sur LinkedIn qui est, pour moi, c'est un langage que moi, mais 10 fois supérieur à Twitter. Sur Twitter, il faut commencer à filtrer, créer d'autres colonnes avec des logiciels comme TweetDeck ou Hootsuite pour pouvoir avoir du bon contenu propre. Sur LinkedIn, vous avez déjà 99% du contenu qui est propre. Donc voilà, deux objectifs, enfin, un objectif et un sous-objectif. Augmenter le nombre de vues sur SlideShare et attirer d'autres publics, c'est-à-dire en abonnement pour moi sur mon compte SlideShare de Veille Digital par le biais de LinkedIn. C'était pas gagné. Pour avoir accès à la fonction de publication sur LinkedIn, c'est très simple, hein, vous basculez en anglais, et là vous allez avoir accès à la fonction post. Donc vous allez pouvoir écrire des posts et poster des articles, ce qui est fou parce que ça indexe vos articles sur votre profil en dessous. En dessous du profil, vous avez les articles qui sont présentés. Alors j'y croyais quand même, parce que sinon je pars quand même un peu en moi, et je me suis dit que tu vas y arriver. Alors j'ai pris deux SlideShare. Le premier que j'ai fait sur la Tour Paris 13 et le street art, donc c'était publié il y a un an, il y a un peu plus d'un an même. Il était à 911 vues. Le deuxième sur la vérification de l'information à l'ère des médias sociaux. J'ai publié ça le 12 mars. Donc ça, ce sont les dates de publication sur LinkedIn. J'ai écrit un article très très court et j'embête le SlideShare à l'intérieur. D'accord ? Pour le premier, je me sers uniquement de la plateforme de publication de LinkedIn. Je n'en parle même pas sur Twitter. Sur le deuxième, je fais plateforme de publication de LinkedIn plus les profils sociaux. C'est-à-dire quand même une force de frappe pour moi qui est un peu plus supérieure. Résultat des courses. Donc le 25 février, j'ai 911 vues. Le 4 mars, à J+7, j'ai 1180 vues. Donc j'ai fait 269 vues en plus grâce à LinkedIn. Avec un article qui était vu 244 fois. Alors, je ne sais pas si vous imaginez sur un blog, mais déjà, dans les articles, vous avez un blog qui n'est pas non plus un super blog. Vous avez un article qui est vu 244 fois, c'est quand même pas mal, sans avoir fait aucun effort dessus. Il y a eu 4 tweets dessus, et sur LinkedIn, l'article a été partagé 71 fois, ce qui est plutôt sympa. On peut imaginer 71 tweets. Pas facile à avoir tous les jours. Donc ça, c'était pour la première. Pour la deuxième, je fais la même chose, sauf que je tweete en plus, et je poste aussi sur Facebook l'article. Donc je passe de 22 000 le 2 mars, 775 vues, au 9 mars à 25 448 vues, donc 2673 vues à J+7. Donc là, déjà, en servant des réseaux sociaux plus LinkedIn, j'augmente, je fais 2600 vues de plus, quasiment 2700. L'article est vu 448 fois sur LinkedIn. Il est vu par qui? Il est vu par tous les gens qui me suivent sur LinkedIn, tous ceux qui sont abonnés. C'est-à-dire, dès que vous publiez sur LinkedIn, tous vos contacts sont prévenus que vous avez publié. Ça, c'est une force de frappe. Et il a été vu 448 fois. Il a été partagé 78 fois sur LinkedIn et tweeté, forcément, vu que j'ai tweeté, 40 fois. Ça, c'était ma courbe.
général de mon SlideShare, les stats. Les stats. Il y a des gens qui s'intéressent aux stats ici. Il faut vous y intéresser. Hein. Vraiment. Vraiment. C'est impossible d'avoir un retour sur votre stratégie de contenu ou votre contenu que vous postez si vous ne regardez pas vos stats. Pitié, regardez vos stats, même si vous ne comprenez rien, faites semblant. C'est super. Et regardez vos stats, par pitié. Le CM qui est en train, les social media managers, les community managers qui sont en train de percer, c'est les gens qui maîtrisent l'analytics. Vraiment. C'est the compétence entre deux community managers. Tu peux être très bon en contenu. Si tu ne maîtrises pas tes stats et l'analytique, rentre chez toi. Ça ne sert strictement à rien. C'est dur, hein, je sais. Donc, là, vous voyez bien, sur la strat, quand même, il y a deux pics qui sont, forcément là c'est mon tweet, mais il y a deux pics quand même énormes au niveau de l'encéphalogramme plat que j'avais, c'est-à-dire 100 vues, 48 vues, 30 vues, pas terrible. Ça, c'est la traduction. Ça, ce sont les articles avec l'embed, les articles LinkedIn, deux petits articles très courts, et mon embed à la fin de l'article. Ce qui est marrant, par contre, c'est de regarder que dans les stats, ce qui a fonctionné, c'est l'embed. Ça montre bien, quand même, que c'est LinkedIn. C'est le seul endroit où j'ai embedé, en fait, le SlideShare. Et c'est les stats à 30 jours. Donc, ça ne peut pas être ailleurs. Donc là, j'ai donc l'embed. C'est l'embed qui a pris à chaque fois le nombre de vues le plus important. Si on fait un détail un peu plus fort, sur la première slide, enfin sur le premier sur le premier plutôt SlideShare, j'ai LinkedIn qui arrive à 141 vues, donc qui dépasse même le natif en SlideShare. Donc on voit bien ici les différents référents, hein. C'est l'embed qui a pris le pas. Et sur le deuxième SlideShare, j'ai deux URL LinkedIn parce qu'il différencie en fait le lien et l'embed. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. Alors, le deuxième effet qui se coule, est-ce que vous savez à quoi c'est dû? Donc là, j'ai posté. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai un rebond? Ouais, en fait, quelqu'un a repris le contenu avec un gros compte. Et bim, deuxième effet qui se coule. Donc là, c'est pareil. Si on regarde dans les deux cas, c'est toujours l'embed qui est quand même bien positionné. Sur les stats de LinkedIn, vous avez accès quand même à un détail qui est plus qu'important. Vous avez quand même là, au niveau des vues, vous savez, j'ai demandé de trier en fait par référeur, donc par source. Donc là, j'ai quand même 151 vues qui ont été sur le premier directement depuis LinkedIn, et sur le deuxième, on est 785. Rien que depuis LinkedIn. Ce qui veut dire quand même que ce réseau social n'est absolument pas à négliger. Vraiment. Les marques là sont en train de passer à côté, mais grave. Et vraiment, pour même, entre guillemets, entre une petite entreprise, un blogueur, une petite entreprise, une grande entreprise, publier sur LinkedIn, quand on imagine que ça peut être un CEO, ça peut être son directeur général ou le directeur de la com, qui publie un article dessus, comme ce sont des gens qui sont énormément suivis, la répercussion, elle peut être des fois supérieure à Twitter ou un autre réseau social. Faites vraiment attention à LinkedIn et vraiment essayez de poster et de faire des tests dessus parce que ça peut vraiment avoir un retour qui peut être très intéressant. Pour terminer, la stratégie de contenu web, c'est de l'alchimie. Il n'y a pas de recette de cuisine idéale. Il y a les ingrédients, vous pouvez les changer, tout ça. On est toujours, pour moi, on reste toujours, même sur Facebook, quand on poste quelque chose, sur Facebook, quand on poste quelque chose, il y a toujours, c'est toujours un laboratoire, on ne sait jamais si ça marche. On espère que ça va marcher, mais on ne sait jamais si ça marche. Les réseaux sociaux, c'est la pierre philosophale, c'est pour ceux qui aiment bien les mangas. Et voilà, ça servira surtout à transformer votre contenu en engagement et non pas le faire en or. Mais ça apportera du plus, du like, du plus un ou du retweet, comme vous le souhaitez. Mais voilà. Donc la stratégie de contenu, c'est surtout bien réfléchir en amont à ce qu'on va faire.
et après analyser ce que vous avez fait pour pouvoir soit recentrer votre tir, soit continuer sur ce que vous avez fait si ça marche. Voilà. Regardez bien vos questions, vous pouvez poser toutes vos questions à nos 4 intervenants en conclusion, ils sont tous les 4 à disposition, donc n'hésitez pas. On va passer donc à un cas concret, un cas pratique, justement de stratégie de contenu en France. Donc avec, je vais laisser Arnaud Bourges se présenter. Son titre en anglais, je le connais, je vais lui laisser l'expliquer en français. Bonjour à tous. Merci Jean, parce que c'était parfait en fait. C'était une super transition. J'ai généralement entendu un nombre de name dropping Air France. On n'a pas payé pour ça, malheureusement. C'est un peu le cas pratique de ce que vous avez fait, Jean. Je suis Arnaud Bourges, je suis en charge des médias sociaux pour Air France KLM. Ce qui est intéressant, c'est que Jérôme, tout à l'heure, il présentait les médias sociaux en disant que c'est un côté direction de la communication, direction du marketing. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 boss. J'ai le directeur du digital et j'ai la directrice de la communication à France KLM. Donc, il y a des moments où je suis obligé de passer côté brand, il y a des moments où je suis obligé de passer côté ROI. Et c'est très très bien. Voilà, donc je suis pas venu tout seul, je suis venu avec un community manager émérite et un responsable du brand social. D'habitude, on présente beaucoup de slides. Raconter l'histoire d'Air France sur les médias sociaux, ça prendrait beaucoup de temps. Le contenu est roi, la vidéo est reine. Donc, je préfère vous présenter un peu ce qu'on fait sur les médias sociaux en une vidéo assez simple, je pense qu'il vous plaira. Je faisais tous les slides sont en anglais, mais vous êtes déjà sur Instagram, vous apprenez les cours d'anglais facilement, je pense que ça va pas poser de problème. Nowadays, social media is not a passing fad anymore. It is part of our customers' everyday life. For this reason, we decided to get close to them on social networks to listen, assist, react, inspire, engage, and surprise our clients, fans, and followers. We are social. We are Air France. We are Air France Social Media. Welcome to the Air France exhibition brand new Air France Media. On va essayer de faire simple. Et tout ça, en fait, il n'y a pas qu'une personne, mais il y a à peu près environ 70 personnes à travers le monde qui travaillent quotidiennement sur les sujets des médias sociaux. Il y a à peu près une quinzaine de personnes à Paris qui sont réparties à la fois à la direction digitale et la direction de la communication. Donc c'est aujourd'hui une grosse équipe. L'histoire, elle n'est pas aussi simple. On
Pour arriver là, ça a été aussi pas mal de labeur, on a vraiment appris en marchant. Il y a à peu près 6 ans de ça, on a lancé une plateforme communautaire qui s'appelait Community. L'idée, c'était de mettre en relation des voyageurs, parce qu'on transporte 70 millions de passagers par an. On sait qu'il y avait bien des vocations à ce que les gens échangent et partagent. On a lancé cette plateforme en concurrence de Facebook, de Twitter. À l'époque, c'était, on va dire, des plateformes émergentes, mais ça nous a appris énormément. Donc on était un peu des ovnis, hein, je vous rassure. Je n'avais pas une équipe de 15 personnes à ce moment-là. Mais on a dû convaincre en interne, et on a surtout appris nos erreurs, on a appris aussi de ces choses-là. Aujourd'hui, on a réussi à se structurer en 3 axes. Le premier, c'est la relation client. La relation client, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est vous allez tweeter, vous allez échanger autour de PZP Alsace, si je fais bêtise sur le hashtag. Vous allez échanger autour d'Air France, et je pense qu'on va vous donner l'occasion d'échanger autour d'Air France à la fin de cette séquence. Vous verrez pourquoi on a un petit teasing pour vous en avant-première aujourd'hui. On n'est pas venu les mains vides, pas des billets d'avion, mais on est pas loin. Derrière, on a aussi, donc, quand on dit relation client, on dit surtout d'échanger quotidiennement, heure par heure, minute par minute, tweet par tweet, poste par poste, avec vous, avec les gens qui sont nos clients, nos prospects, les gens qui souhaitent communiquer. Une médias sociaux, c'est ouvert. Donc, en tant que marque, on se doit d'être ouvert et engagé auprès de nos consommateurs et de nos futurs consommateurs. Derrière ça, c'est aussi faire connaître la marque, s'exprimer. Alors en France, quand on dit Air France, c'est assez connu. Mais quand vous allez en Asie, quand vous allez en Chine, Air France aujourd'hui, ça ne parle pas grand monde. Ça parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est en concurrence avec d'autres airlines. Donc on a besoin de se démarquer, on a besoin de s'identifier, on a besoin de créer du contenu, on a besoin de créer la notoriété. On va utiliser les codes de communication locaux et globaux. On verra quelques exemples derrière. Et derrière, notre objectif, comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est quoi votre objectif? Quel est notre objectif? Je ne vais pas vous dire que c'est juste faire plaisir à nos clients, c'est uniquement faire de la notoriété. Non. Je suis là pour vendre des billets d'avion. Le groupe est là pour vendre des billets d'avion et transporter des gens dans nos avions et leur créer des moments de plaisir autour du voyage. Voilà. Mais in fine, j'ai une approche héroïste. Cette approche héroïste, elle est aujourd'hui de développer le commerce de mon entreprise. Donc on a toute une partie qui s'appelle le social commerce, qui sont comment on utilise les médias sociaux pour développer nos comptes. Ce n'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt un sujet sur le contenu. Mais on dirait que sur ces 3 axes-là, on a une stratégie qui est liée à développer le commercial. Alors, si on prend l'exemple du social media servicing et social CRM, il y a 2 éléments qui sont là-dedans. Le premier, c'est la relation client. Le deuxième, c'est la data. La data aussi, c'est extrêmement intéressant. Vous laissez des traces incroyables sur les médias sociaux. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. À un moment donné, quand vous postez sur votre compte Twitter, on va comprendre qui vous êtes, ce que vous avez envie de dire. Donc, comment ça se structure aujourd'hui, le social media servicing? C'est à peu près 5 équipes réparties dans le monde entier. Donc, on a des équipes qui sont en Australie, des équipes qui sont en Chine, des équipes qui sont en Angleterre, en France et au Chili. Pourquoi? Parce que le soleil ne se couche jamais sur les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on apporte une réponse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en français, en anglais et dans 9 langues. Et on ne couvre pas uniquement Facebook et Twitter, mais 11 plateformes derrière ça. Pourquoi? Parce que peut-être un soir, à 23h, et vous prenez votre avion le matin, vous allez vous poser la question, mais en fait, à combien ai-je droit de bagages à bord? Vous n'allez pas décrocher votre téléphone parce que vous ne connaissez pas le numéro, vous n'allez pas aller à l'agence Air parce qu'à 23h, elle est potentiellement fermée. Mais par contre, vous avez cette question, vous allez la toucher. Et nous, d'ailleurs, on va engager, on va vous répondre. Notre job, là, c'est de créer de la relation intentionnelle. C'est d'être au plus près de vous. Votre univers de communication, ce n'est pas forcément d'aller en front office, en agence, pardon, échanger, mais c'est plutôt d'échanger au travers de Twitter. Donc, on va se passer là où vous êtes. Et on va échanger avec vous. Et donc, aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière pour gérer la relation client de manière permanente. Quand on regarde les explosions de volume, c'est juste incroyable. Tous les ans, on est à peu près à des croissances à 3 chiffres, plus de 130%. On se tape de plus en plus. Mais aujourd'hui, on est en train de réinventer aussi les métiers de la relation client. Hier, ce sont des gens qui étaient plutôt en train d'être en relation, en plateforme téléphonique avec les clients, sur 354. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont développé des compétences de community manager, mais en même temps des compétences de vendeur. Et donc, on a dit les deux. Aujourd'hui, ils échangent, en même temps, ils apportent leur savoir-faire en termes de community manager. Donc, on est aussi en train de transformer et en train de faire la transformation digitale de l'entreprise. Ça, c'est sur la partie relation client. Donc, quand on regarde le community manager, ils deviennent nos agents de servicing, ils sont assez bons. Ils sont assez bons dans 2 univers. Dans la gestion de crise, par exemple. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. De temps en temps, on a quelques soucis sur le fait qu'on ait des vols qui peuvent être en retard, ou est-ce que c'est plus important. Mais in fine, ce qui va nous importer, c'est ce que vont dire les clients sur les médias sociaux aussi.
dans une situation de crise, dans laquelle vous allez peut-être prendre un exemple Air France en leur demandant mais pourquoi mon vol est en retard? Votre job à ce moment-là, c'est de trouver une solution la plus rapidement possible pour aider ce client. Et à ce moment-là, en fait, dans une situation négative, il va nous faire une promotion positive des choses. Septembre, crise assez forte dans notre domaine. Donc, on ne va pas revenir dans le détail là-dessus. Mais par contre, derrière, des équipes de community managers qu'on a renforcées, mais qui ont vraiment fait un travail incroyable. Je tiens vraiment à les saluer encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont aidé un maximum de personnes à trouver une solution. Et en fait, ces tweetos, ces fans sur Facebook ou ailleurs, nous l'ont bien rendu parce qu'aujourd'hui, on a réussi à gérer une crise d'exploitation. On a transformé ça en un événement assez positif en termes de communication sur les réseaux sociaux. Ça sont des quotes de différentes personnes qui ont retweeté et qui ont souhaité s'exprimer en disant merci à nos community managers. Ce qui est intéressant sur les médias sociaux, sur cette approche de contenu, c'est que, historiquement, quand vous appelez au téléphone, vous raccrochez, vous disiez merci, vous le partagez uniquement avec l'agent téléphonique. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, quand vous avez une relation positive, vous l'exprimez. Et ces community managers, ces agents de servicing qui sont derrière les consoles pour engager, ils sont hyper satisfaits de ça, c'est vraiment leur fierté aussi au quotidien, et en même temps, c'est pour nous une super promotion de notre sens du service et de notre relation intentionnelle. Mais s'ils savaient faire que ça, on pourrait s'arrêter là. Mais aujourd'hui, ils ont développé de nouvelles compétences. On va le voir tout de suite. Il y en a une fameuse, c'est l'AMAT Bordeaux. Vous vous rappelez l'AMAT Bordeaux? Oui, non? On revient dessus ou pas? Pas dessus. De toute façon, c'est à Bordeaux, donc on est à Strasbourg, donc on va bien concurrencer Bordeaux. Par contre, il y a quelque chose qui est arrivé la semaine dernière. Lapin Crétin, ça vous dit quelque chose? France 3. Merci, Jean. Alors, les lapins crétins ne sont pas arrivés comme ça. On appelle ça aussi le retail marketing ou le newsjacking, comme vous voulez. Souvent, les marques essaient de s'inscrire dans une tendance sur Twitter ou ailleurs pour émerger, même si ce n'est pas un contenu qui leur appartient. Il y a aussi des moments où on peut créer une tendance sans le faire exprès ou peut-être en poussant un petit peu un effet, ça provoque un effet boule de neige. Assez marrant, assez intéressant. Et c'est des buzz qui ne sont pas programmés, je vous l'assure. Mais ce sont nos community managers qui sont derrière. Qu'est-ce qui se passe? On a une personne, alors on ne lit pas très bien, qui nous dit est-ce que je peux voyager à bord avec mon lapin de main? On a des questions assez farfelues. D'autres nous posent des questions est-ce que je peux voyager avec mon poisson rouge? Ça arrive aussi. Par contre, derrière, le talent, c'est que le community manager se dit bah, écoutez, malheureusement non, mais je peux demander au lapin crétin pour voir comment ça se passe. Et ça engage comme ça, de manière assez simple. Puis les lapins crétins rentrent dans la boucle avec Ubisoft. Donc, si on regarde le deuxième tweet, l'autre élément, donc les lapins crétins commencent à engager, ça commence à créer un peu d'audience. On dit, tiens, c'est marrant, le CM d'Air France engage avec le CM des lapins crétins, que se passe-t-il? Vous allez voir. Lapin crétin commence à me dire, alors, on peut faire un tarif de groupe, etc. Je ne vais pas passer les détails, mais surtout, il y a quelque chose qui va être assez marrant, c'est que nous, on leur dit, vous êtes dit lapin crétin, on va vous offrir le meilleur de ce qu'on peut vous proposer à voir, c'est aujourd'hui la suite, la première, dans le cadre de la nouvelle offre qu'on a sur le vol long courrier. Donc, on prend cette opportunité pour promouvoir notre contenu de produits. On pourrait s'arrêter là, mais les lapins crétins sont aussi plus intelligents qu'ils nous paraissent, sans jeu de mots. Et d'ailleurs, on a du retail marketing des lapins crétins qui habillent notre suite, la première, avec leur univers. Voilà. Tout ça, c'est parti d'une demande client, d'un tweet simple. Et derrière, ça a engagé, et puis ça a fait pas mal le buzz. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de ce sujet. Et nous, on est ravis. On est ravis à la fois parce que derrière, ça veut dire que nos équipes ont du talent, ça on en est convaincu. Mais derrière, ils ont su faire la promotion de notre produit haute contribution, qui est la classe A première, de manière assez ludique, et sans pour autant avoir un discours un peu trop en prenant les gens de haut. Au contraire, on a su trouver un axe intéressant, marrant, pour promouvoir un produit comme celui-là. Voilà. Donc, nos CM ont du talent, ils le savent, et vous leur rendez bien aussi pendant que chez les gens. Autre univers, c'est le contenu en charge de la stratégie commerciale. On est présent à travers le monde, donc notre stratégie, ça va de développer du contenu qui va être intéressant pour des régions du monde entier. Mais l'important, ce n'est pas non plus d'avoir une gabegie en termes d'opération marketing ou marketing digital. On va le voir juste derrière. Voilà. On a des contenus, on essaie de développer de plus en plus ce qu'on appelle le street marketing et le digital marketing. Max, tu vas trop vite en fait. Derrière, c'est quoi? Max, c'est pas que je parle. D'ailleurs, c'est quoi? C'est développer un concept autour des infant take-off. C'est créer des rendez-vous avec le public, avec les gens qui souhaitent voyager pour promouvoir l'expérience d'Air France et développer la notoriété à l'international. Donc, on va développer un concept
en centrale et on va l'implémenter dans différentes régions du monde. Donc là, vous allez avoir deux exemples assez communs. Un qui se passe à Toronto pour promouvoir le nouveau voile 767 et un qui s'est passé à New York. Le principe est très simple, hein. C'est que le bonheur de les gens est important. Il faut dire que ce jour-là, vous allez pouvoir partir directement en Paris. Donc pour nous, c'était à la fois la collecte de data et très du contenu pour pouvoir sur les destinations, sur les réseaux sociaux, sur les télécoms. We are ready to go. The winner is... Bon, c'est pas grave. Vous avez vu les vainqueurs. Voilà. Autre univers derrière, c'est alors ça nous a permis vraiment de créer de la notoriété au Canada, aux États-Unis, sur lesquels on est en concurrence aussi avec des fortes compagnies américaines, mais aussi avec d'autres compagnies européennes. Autre univers, c'est ce qu'on va appeler le tailor-made. C'est je veux créer mon propre contenu. Je pense qu'il y a des quand Facebook crée ou Instagram, quand vous avez votre petit succès pour l'anniversaire de Facebook, vous pouviez créer votre propre vidéo avec qui allez partager quoi, vos best contenus du moment, enfin, vos best contenus de l'année, etc. Ça nous a donné aussi des idées, on est vraiment dans cette même tendance. Et quand on veut parler de New York, c'est notre destination phare, c'est là où on a l'offre la plus forte au départ de Paris, hormis le marché domestique français et européen. Mais parler de New York, c'est vous mettre une statue de la liberté, et puis derrière, on va dire, ah, c'est fait, c'est réglé. Au contraire, non. Je pense que si on prend l'exemple, on demande à chacun dans la salle quelle est leur expérience, ou quelle est leur envie, ou quelle est leur image autour de New York, elle sera forcément différente. L'idée derrière, c'est que quand on a créé le concept qui s'appelait New York Do It Yourself, c'était je crée mon propre contenu, je crée ce contenu autour de New York. Et on a créé un concept assez simple, qui était une sorte de mini-site. Vous choisissiez homme-femme, soir, midi, ou donc à chaque moment de la journée, en fait, vous aviez des propositions d'attraction qui étaient faites. En fonction de ça, on crée votre propre vidéo de contenu que vous partagez sur les médias sociaux. In fine, on avait la capacité de créer environ 2048 contenus différents, en créant des vidéos mises bout à bout autour de New York. Ça nous a extrêmement bien servi, puisque derrière, on a travaillé à la fois, on a réussi à avoir des datas sur qui souhaitait aller où à New York, mais surtout, on est quand même une entreprise qui souhaite prendre des billets d'avion, on a lancé une promotion juste derrière. New York à 468 € parce qu'on avait prévu le coup, on savait que ça allait attirer beaucoup de monde. Grosso modo, sans faire de secret, on est proche du million en termes de chiffre d'affaires généré grâce à ce type d'opération. Donc le ROI a été extrêmement bon par rapport au contenu qu'on a créé. Et surtout, il a été très très viral parce que chacun avait envie de partager son expérience autour de New York. Je pense qu'on peut voir peut-être une vidéo ou deux max, ce que ça a donné pour ceux qui n'ont pas testé. Alors la bonne nouvelle, c'est vu que ça a marché, je pense qu'on va relancer d'autres. Donc, je pense que prochainement, vous verrez peut-être une destination française à l'honneur, et puis il y a une autre destination internationale. Et c'est pour nous notre façon d'appréhender la promotion autour des destinations. C'est pas juste de faire un lookalike comme les autres airlines, mais au contraire, on peut envoyer sur les vidéos. Max, il ne veut pas passer les vidéos en fait. Hein. Non, bah écoute, on retente. On va attendre.
Voilà, ça a été aussi un vrai bon carton du début d'année. Mais derrière, on a aussi une autre approche. C'est aussi d'utiliser les nouvelles technologies ou les nouvelles façons de consommer la destination. Aujourd'hui, qui ne va pas sur Google Street View pour voir où est placé son hôtel, pour voir où est les lieux de rendez-vous, les lieux qui seraient visités à l'international, ou même s'ils sont à Strasbourg, où se situe la chambre de commerce et d'industrie, tout le monde. Donc par rapport à ça, on s'est dit, promouvoir New York c'est bien, mais en même temps, on avait une stratégie, c'est de promouvoir l'ensemble du réseau. Mais alors, promouvoir l'ensemble du réseau, il faut aussi trouver des axes qui sont assez intéressants, qui sont la gamification. Créer de la gamification, donc créer de l'entertainment dans l'expérience utilisateur, c'est extrêmement intéressant. Quand on développe Google Street View, en fait, on crée deux choses. On utilise à la fois la technologie Google pour appréhender la destination et promouvoir notre réseau, et en même temps, on utilise un concept de jeu qui était des pizzering. Je vous rassure, c'était pas non plus très très compliqué, mais c'était extrêmement addictif. Pour le coup, je crois qu'on avait à peu près 300 contenus, 300 challenges. On a eu à peu près en une journée 200 personnes qui avaient déjà fini les 300 challenges. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup d'activités par ailleurs, mais c'est comme quoi le jeu était entre guillemets très très addictif. On a surtout des gens qui ont passé en moyenne 18 minutes sur cette application. C'est colossal. 18 minutes sur une application, quand vous l'avez aussi postée sur Facebook, derrière ça remonte et l'application elle commence à être assez bien vue et assez prise. Et surtout, on a voulu travailler aussi une expérience qui était en adéquation avec notre stratégie de positionnement de marque. Donc on n'a pas voulu faire une destination, on a repris les codes, ça s'appelle Travel by Air France, qui sont aussi liés à notre guide de destination. Donc ce challenge-là, il nous a permis surtout de générer à peu près 1,5 million de séquences, 90 000 utilisateurs, et surtout on a collecté énormément de data autour de ça, parce qu'on avait des gens qui complétaient un continent, donc qui pouvaient s'inscrire aussi pour recevoir des newsletters. Et surtout on a fait gagner aussi des billets autour du monde, parce qu'à un moment donné, la gamification, c'est aussi à pouvoir apporter des prix. Donc on a la chance de pouvoir offrir des billets d'avion, c'est aussi quelque chose qui motive pas mal les gens. Autre univers, c'est le social branding. Le social branding, c'est quoi? C'est la notoriété de la marque. Mais on va travailler de deux manières différentes. Il y a le produit et puis il y a la publicité. Quand on parle du produit, on va encore parler encore une fois de Google Street View, mais faire des photos dans l'avion, pour vous dire à quoi il va ressembler, ça devient un peu atypique. Par contre, commencer à développer un Street View de l'avion, ça, c'est pas encore très très visité dans l'industrie du transport aérien. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'on a fait un shooting à bord de nouvelles cabines qui ont été complètement redesignées à la fois en première business, premium éco et économie. Et là, vous pouvez vous balader, découvrir à quoi pourrait ressembler votre siège. L'idée intéressante derrière ça, c'est qu'on a aussi renforcé les technologies. Vous connaissez les cardboards qui sont développés par Google. C'est le genre de, alors c'est pas inventé avec une boîte à pizza, c'est une sorte de grosse lunette. Vous mettez votre téléphone et puis vous avez l'impression de vivre une expérience en 3D. On a testé ça au Japon, ça a cartonné. Et pourtant, c'est pas grand-chose en termes d'investissement. Donc de temps en temps, et faire un Google Street View, c'est pas non plus énorme en termes d'investissement. On garde bien les pieds sur terre dans une structure où l'économie est aussi extrêmement importante. Donc l'idée, c'est pas de lancer des opérations de dispositifs à millions d'euros, au contraire,
Ce genre de dispositif, il est inférieur à la dizaine de milliers d'euros. Par contre, on est capable de le porter et de le transporter dans différents points du monde avec nos équipes commerciales pour promouvoir la cabine, sans pour autant avoir besoin de faire venir les sièges ou autres, mais de créer une expérience virtuelle assez intéressante. Et c'est grâce à Google ou c'est grâce à ce genre de technologie qu'on est capable de développer ce type de contenu. Et en ce moment, on est sur une campagne publicitaire assez importante. Je pense que vous avez tous vu la publicité. Donc, vous savez à peu près comment, je pense que l'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de vous montrer un peu la stratégie qu'on a eue derrière ça sur la façon de promouvoir cette campagne publicitaire France Immobilière. Donc, on a travaillé vraiment en deux temps. On a travaillé avec des influenceurs qui, eux, ont créé un contenu autour d'un hashtag, autour de notre baseline qui s'appelle France Immobilière. Cette baseline, en fait, elle n'appartient à personne quand on dit, quand on le prend de manière assez basique. Toute marque pouvait présenter France Immobilière. Donc, notre stratégie là-dessus, ça a été de laisser des influenceurs s'exprimer autour de France Immobilière et de récupérer ce contenu et de commencer à s'approprier. Donc, de créer un nouveau territoire de marque, puisque c'est le cas. France Immobilière étant la nouvelle signature de la marque par rapport à la précédente. Vous vous rappelez la précédente? Ça y est, c'est oublié, tant mieux. Aujourd'hui, c'est France Immobilière. L'idée, c'était d'engager vraiment autour des communautés, mais après, ça a été de travailler avec les communautés pour que eux rendent cette publicité extrêmement virale. Donc, c'est le deuxième temps. Ça a été déjà le jour J de la conférence de presse, quand on a vraiment révélé à la presse. On a travaillé dans un temps assez court, à partir de à peu près 2 heures. On a redesigné l'ensemble de nos comptes. Ça s'appelle grooming en anglais. Donc, moi, j'essaie de vous apprendre 3 petits trucs, mais on a redesigné l'ensemble de nos comptes pour qu'ils soient tous aux couleurs de cette nouvelle campagne. Derrière, on a travaillé avec nos communautés pour qu'on leur pousse en avant-première ce film. Ils l'ont retweeté, ils l'ont reposté de manière très très rapide. Et après, on a travaillé notre achat média. Aujourd'hui, la vidéo, elle est vue à peu près 30 millions de fois sur YouTube, ce qui est assez bien. C'est même plutôt pas mal. Donc, si je prends l'algorithme, je peux être riche à cette heure-ci. Et surtout, derrière ça, on a aussi travaillé avec nos équipes de community management pour engager autour du film. L'idée, c'était pas d'avoir une approche top-down en disant voilà la pub, gardez-la, c'est tout. Au contraire, ça a été d'écouter, d'entendre les réactions positives sur les gens qui étaient ravis d'avoir cette publicité. On leur a donné du contenu supplémentaire sur des landing pages qu'on avait hébergées sur le website. Travailler dans un exemple que je vais voir maintenant. On a déconné en fait pour l'ouverture du parc du Petit Prince et on s'est amusé d'aller voir. On n'a pas forcément. On a des problèmes avec les techniciens aujourd'hui. Donc, par rapport aux interventions, très intéressantes. Tranquille, de météo expert. À l'atterrissage préthéorie du pays. Alors, Denis Tricard nous dit, Régis du 6-8, vous êtes sûr que vous nous racontez pas de. Merci à Primefixe qui nous a fait un remake, on ne peut plus assiduer. Nous, un fort sentiment de perplexité. On va donc passer à la question. C'est pour la croissance. D'accord. Et juste après, il y a qui est là-bas. Une fleur sous cloche qui apparaît. Ouais. D'ailleurs, elle ne vous dit rien, cette rose sous cloche. Une histoire de votre. Cette rose sous cloche va ensuite parcourir toute l'Alsace, à Strasbourg, à Mulhouse, à Célestat, à Colmar, à Obernai, à Ronfag.
surtout, on a pu suivre cette euro réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, plus de 180 000 followers, blogueurs d'Alsace, et vers plus de 500 000 fans, je pense que vous voyez tout doucement de qui et de quoi il s'agit. Pour vous le confirmer, nous avons ensuite lancé un concours de dessin appelé S'il te plaît. En demandant aux artistes d'ajouter à... Nous avons ensuite suivi le gonflage du premier ballon captif qui sera pas par de ce côté. Puis tous les préparatifs jusqu'à l'arrivée du Petit Prince. L'aventure se poursuit maintenant avec vous. Allez au parc du Petit Prince pour vivre des moments exceptionnels et n'hésitez pas. Ouais. Donc, pour faire rapide, on a eu la commande une semaine et demie avant de faire ça. Voilà. Alors, la création de contenu, on improvise assez souvent. Tout est lieu pour faire du contenu. D'ailleurs, si on a mis Michel à son téléphone, je vous propose de faire un petit exercice parce que ça fait un petit moment. Je vous propose de vous lever. Si vous voulez bien jouer le jeu, je vous propose de vous lever. Ça fait un petit peu d'exercice. Toujours, si on reste trop longtemps à se coacher sur quelque chose, on ne retient plus. Et puis, voilà. Alors, les façons de contenu, c'est non seulement l'improvisation, mais en plus, il faut tout le temps être prêt. Là, j'ai un peu... Voilà. Et on va appliquer ce qu'on a. On va appliquer ce qu'on a entendu, puisque tout ce qu'a dit Jérôme en introduction de la conférence, tout ce qui a été vu par réponse, c'est vrai. Il y a un objectif, il y a la stratégie de pouvoir constater aujourd'hui que le vendeur qui assure les réclamations clients, etc. Il y a des créatifs avec la création. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de photos. Aujourd'hui, on est passé sur la vidéo. Donc, tout ça, c'est très important à retenir. Tu veux pas... Ça va? Ça va? Vous allez bien? Vous connaissez tous hashtag. Je ne sais pas si voilà, vous connaissez. On fait juste un petit selfie comme ça entre nous et puis on va partager comme ça. C'est de passer un peu le trend sur Twitter, ça serait pas mal. Hein. Donc sur le compte des blogueurs d'Alsace, Twitter, je vais retourner et puis je ferai la photo avec vous. Et puis après, je vous laisse profiter. Vous êtes prêts à lever les mains, hein, parce qu'il faut lever les mains aussi. Vous bougez un peu? Allez, vous bougez un peu? Vous bougez un peu? Allez, on sourit, Vicente. Ah, j'appuie, voilà. Donc voilà, le contenu, ça se produit tout le temps, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Et pareil, il faut avoir un but derrière. Donc, intéressant parce que le but, c'est de vous montrer un exemple concret de création de contenu à l'arrache. Et le but derrière, c'est qu'il soit partagé. Parce que, en général, quand on fait des choses, c'est pas forcément que ce soit like, il faut que ce soit partagé. Prince, pour citer cet exemple, on a atteint à peu près 500 000 visiteurs uniques pendant toute la semaine du lancement, grâce à des petites choses comme ça. Et
adresser des professionnels alsaciennes, vous allez poster la ça semble un contenu qui est produit du contenu plat. Voilà, ça c'est ce que j'en retiens par rapport au contenu, l'objectif étant qu'il soit partagé. Petit rappel, en moyenne, qui est pas son résultat. Donc c'est très important de toujours penser au futur TIF. Voilà. Sinon, par rapport aux différentes communautés, voilà, on peut gérer aussi bien des événements TIC que textile, que d'autres choses qui viennent base. À chaque fois, de trouver la cible, les cibles, leur partager le contenu. Alors, comme dans la publicité classique ou à la radio, planter un morceau une fois à la radio, c'est bien, il peut vous plaire, mais vous en souviendrez plus. Si vous l'entendez 200 fois dans la journée, à la fin de la journée, toujours, et ça fonctionnera toujours. Ils se font souvent, on a remarqué que si on s'y prend, par exemple, 2 mois avant de faire de la pub, ça d'un événement, ça ne fonctionne pas forcément. Par contre, si on s'y prend 1 semaine avant, mais qu'on est partout, là, tous les gens en entendent parler, et ça déclenche des réservations en ligne, ça déclenche pas mal de choses. Donc voilà, encore une fois, avec des contenus qui se partagent, et si possible, marrant. Voilà, je vais passer la main. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que nous intervenons souvent également en live, comme on a fait des démonstrations que je viens de vous faire. Et lorsque nous sommes sur un événement, nous partageons auprès d'une communauté que nous avons peut-être créée ou qui existait déjà avant, ce qu'on va appeler la cible, hein, pour le textile, enfin, voilà, ce sont les industries. Donc c'est bien spécifique. On ne va pas voir, mais que les acteurs du textile vont suivre parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont et oui, on se retrouve des fois des colloques sur le textile, donc ça va leur parler. Oui, on se retrouve des fois à faire des visites d'usine et en live, on balance une vidéo d'un process de fabrication, un nouveau produit ou quelque chose dans ce style-là. Et ça va parler à cette cible-là. Et on voit bien, là on est dans une démarche plutôt B2B, on voit bien que il n'y a plus de. On n'est pas sur du B2C où il peut y avoir des gens, notamment, je pense à France Nouvelle-France, des râleurs, parce que les personnes sont en retard. Par contre, effectivement, la notion de service est là aussi, puisqu'ils vont quand même poser des questions. Ce seront des questions peut-être plus techniques, ou des questions différentes, mais elles sont là. Et les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés, que ce soit les MP sur Facebook ou sur Twitter, notamment, pour parler à la marque, à l'institution, à la personne du client. Donc ça, c'est très important. Et nous y répondons. Voilà. Quand on sait, on appelle notre client, il va répondre, soit nous donner la réponse, on va répondre pour lui. Je crois qu'on peut passer à une réponse, hein. Je crois que voilà, dans les grandes lignes, voilà. On va finir sur les questions-réponses, je pense que vous les avez préparées, donc je vais juste demander à Arnaud. Donc, je vais passer être en place. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'imagine. Qui commence? Qui se lance? Pas de question du tout. Je vais poser alors du coup, moi, la première question. On a vu dans les 3 cas ici présents que la vidéo devenait quelque chose d'essentiel. Est-ce que maintenant c'est devenu de très gros moyens pour ça? Est-ce que la réponse est derrière toi. On a une petite webcam, nous sommes en direct actuellement.
Voilà. La réponse est derrière toi. Nous sommes en direct actuellement pendant un hangout sur les réseaux sociaux. Voilà, petite webcam. Le micro est incorporé dans le Mac, que vous voyez là-bas. Ça suffit, c'est pas de la finalité, on est d'accord. C'est-à-dire que les gens pourront consulter cette vidéo et revoir cette conférence, habiter par les serveurs, la description, l'autodescription programmée par J'enchaîne là-dessus. Pour moi, la vidéo, elle est périssable. Elle a une durée de vie qui est très très limitée. Donc, sur lesquels on va investir, ainsi sur une production comme New York, on est encore une fois, qui sont aussi, on n'est pas sur des films très très raisonnables, mais surtout, on va essayer de travailler un contenu à la minute. Et encore une fois, ce contenu il va être chassé par un autre contenu dans l'heure qui suit s'il n'est pas pertinent. Donc, notre approche de création de contenu vidéo, c'est savoir que ça dure un minimum un petit peu. On fait de l'achat d'art, comme tout le monde, sur des contenus vidéo. Honnêtement, il y a tellement de super contenus qui sont déjà créés par ailleurs qu'on n'a pas besoin de réinventer. Et autre approche, en plus, c'est le crowdfunding ou ce genre de choses. On a lancé un programme qui s'appelait Air France Family à l'été. L'idée, c'était de demander aux gens quelle était leur histoire de vie avec Air France. Donc ça a été la première phase. Et ensuite, on a mis ça sur une plateforme de jeunes créateurs de contenu qui nous ont fait des vidéos autour de ces histoires. Et on a eu à peu près une vingtaine de films super dessus. Et grosso modo, ça nous a coûté rien. Et on a projeté ce contenu. Aujourd'hui, peut-être qu'il est un petit peu passé de mode, ou en tout cas, qu'importe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas non plus vouloir surinvestir sur une production de contenu parce qu'elle a une durée de vie extrêmement longue. Il vaut mieux faire ça avec des petits moyens, mais des choses qui sont assez pertinentes et assez diversifiées. Au niveau de la vidéo, ce qui est en train de se développer, c'est vraiment un contenu donc, vidéo. Là, tu parlais des 6 secondes, etc. C'est vraiment un contenu au réseau social que vous allez utiliser. Sur Facebook, si vous mettez une demi-heure, c'est pas la peine. Il n'y a personne qui va regarder votre vidéo, ça c'est sûr. C'est parfait. Si vous regardez les... alors moi j'ai... je suis des pages que j'analyse, ça me permet d'évoluer au niveau du contenu, souvent suivant le temps. Donc ça, c'est assez rapide pour faire une petite veille. Et on remarque, par exemple, pour les médias, notamment les médias aux États-Unis, ils ont maintenant dédié un jour en vidéo qui fait une minute. C'est dédié à Facebook, uniquement à Facebook, et vous avez votre actu en résumé, en fait, en 60 secondes pour ceux qui n'ont pas suivi, accessible sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment un contenu. Et ça fonctionne. Là, on attend bien sûr les pubs avant la vidéo. Et là, vous avez vu, ils sont en train de stopper, par exemple, la lecture automatique des vidéos. Avant, il y avait beaucoup vous avez des chaînes sur Facebook, elles démarraient automatiquement, c'est une catastrophe. Ils ont arrêté le son immédiatement. Et ils sont en train d'arrêter là le lancement automatique. C'est pas encore fait partout. Mobile, ça va arriver. Et je dirais juste pour résumer par rapport à ta question, pour une vidéo de 1 minute, ça prend 200 lignes à écrire. Donc, qu'est-ce qui est plus digeste, une vidéo ou 200 lignes? C'est passé mal, je suis sur les médias. On m'aide facilement dans Facebook et Twitter. Des fois, le son, c'est aussi important. Juste, Jérôme, si tu peux juste expliquer pour les non spécialistes ce que c'est SoundCloud. C'est une plateforme en fait, qui permet de. Au départ, elle est vraiment dédiée à la musique plutôt libre même. Vous pouvez écouter de la musique et des extraits, et injecter un MP3 source en web de n'importe quel. Où je récupère je demande toujours à la com de m'envoyer les bandes annonces
radio, ça fonctionne. Et les gens aiment bien aussi écouter les voix. Il y a des voix qui sont vraiment qui sont plus intimes qu'une vidéo. Et la voix, des fois, ça joue. Quand la voix est jolie et agréable à entendre, quand c'est pour annoncer un beau prime, quelque chose comme ça, ça peut être super intéressant de faire 2 minutes ou 4 minutes dessus, plutôt son vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Olivier Muet. Alors, premièrement, c'est très intéressant. Petite question. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les marques de luxe et je sais que 25% du contenu sur les marques de luxe n'est pas généré par ces. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi accepter d'avoir du contenu que la marque ne crée. Donc, je voulais savoir peut-être un peu plus sur Air France, comment. Et une question connexe, qui est au final une deuxième partie de la première question, c'est comment vous gérez la réputation d'Air France sur les réseaux sociaux. Enfin, les blogueurs et je vais prendre les deux morceaux de la question et mon collègue va répondre. Le contenu généré par les autres utilisateurs, au contraire, on l'utilise. On ne l'a pas présenté là, mais sur les stratégies commerciales, notamment quand on lance des promos au départ de la France, c'est assez récurrent. C'est-à-dire qu'on va dire voilà, il y a un niveau tarifaire, on envoie des tweets sponsorisés avec une URL traquée. On est assez, pour le coup, on a une approche qui est assez directe. On crée l'engagement là-dessus, ce qu'on fait les communautés à créer des contenus, voire à détourner certains contenus. Donc, on en a fait un notamment avec les affiches de cinéma. Et on avait dit, voilà, Paris-New York, faites-nous votre affiche. Et on a eu des gens qui nous ont dit les promos de Wall Street, en reprenant l'affiche avec DiCaprio et Loup de Wall Street. En tant que marque, le faire, je m'attirerais forcément les foudres des blockbusters américains. Par contre, quand une personne de la communauté le fait, c'est ça, on le récupère, c'est là. Je ne peux pas, moi, en donner mon visuel de la première avec des lapins crétins, sinon je pense que je vais avoir des problèmes au niveau des directions générales. Par contre, par les utilisateurs, ça marche. Donc, forcément, on modère, on évite de prendre des contenus qui sont contre la marque, mais des contenus qui sont assez bien posés, ça fonctionne. Ça sous-entend la deuxième question de l'irréputation et je fais la transition. Donc, Max connaît bien le sujet, il n'est pas que là pour passer les slides. Hein. Il est quand même en charge d'ailleurs, il fait bien la réputation qu'il passe. Ça, c'est pour la deuxième. C'est tellement avec le petit tout le bruit qui est sur la malade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès qu'un animal il y a des fight qui chassent, donc on doit gérer la réputation dans tous les sens. Et à ce moment-là, on apporte des réponses en fonction de l'actualité ou autre. Sur les marques de luxe, je ne connais pas énormément de qui sont chez Zara. Mais par contre, les amis qui sont CM ou qui chapeautent des CM au niveau des marques de luxe, je sais que social que moi j'utilise absolument pas, c'est Pinterest. Je sais qu'eux sont dessus présents et ça fonctionne. Voilà, parce que le luxe, c'est l'image, c'est la photo, c'est quand même quand on lance qui rachète sur son réseau social, tu as les premiers Vines qui apparaissent, des gros colliers, etc. C'est un truc qui est extrêmement léché, ça dure 6 secondes. On va pas me faire qui passe derrière un paravent et sa robe était bleue, elle devient noire, c'est pas le coup de la robe bleue, non. Mais en tout cas, là, il y a une fraude, et il y a quand même derrière. Quand on est beau, on ne peut pas se permettre non plus de faire n'importe quoi avec le contenu. Première question. La deuxième question sur
réputation. Air France, c'est une marque qui n'est pas une marque non plus sensible comme McDo, etc., qui sont l'industrie, le bébé, enfin tout ce qui touche au bébé, l'industrie alimentaire, etc., sont des marques sensibles. Air France aussi, vous savez, connaissant l'actualité aussi. Moi, si je choque dessus et que je passe au lapin crétin, j'ai le droit d'utiliser le lapin crétin parce que c'est sous France 3. Et j'avais pas fait les autres CM des chaînes et j'avais hacké toutes les covers. J'avais demandé même au boss parce qu'avant, il m'avait dit pas le journal France 2, mais tu peux hacker toutes les autres covers. Et j'avais hacké les covers à 1 heure, personne ne s'en rend compte. J'ai mis des lapins crétins partout. Tout sur leur cover, et c'était le lancement en fait des lapins crétins de saison 1 qui arrivait en France. Et c'est un truc qui marche super bien, à tel point que quand ça marche comme ça, d'ici aux États-Unis, pour empêcher, entre guillemets, l'animé Marvel pour lutter contre les lapins crétins tellement ça marchait. Et donc, voilà, c'est un petit. Mais voilà, alors c'est sûr que quand un lapin crétin avec le CM de Thalassa m'a appelé parce qu'il rentrait de Dubaï à 5h du matin en disant vraiment pas de toi, c'est moi. Donc voilà, c'est après la réputation, c'est un impact, on pourra en parler pendant des heures. Il y a la réputation personnelle, il y a la réputation des entreprises, des dirigeants, il y a des gros logiciels de veille qui servent aussi à ça. C'est un coût, on parle de milliers d'euros des fois pour avoir vraiment en plus, donc c'est pas facile à gérer. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, le newsjacking, c'est-à-dire se servir, on a parlé, se servir de l'actualité. Ça peut être super dangereux, il y a des gens qui s'est fait ultra sur du newsjacking. Le dernier, c'était il y a eu les 3 Suisses qui ont voulu surfer sur Charlie. Avant ça, il y a eu aussi une marque de. C'était un truc sur les PC, c'est une marque qui a celle qui est décédée dans la terre, d'avion. Mais voilà, enfin, il y a eu plein de choses comme ça et il faut faire super attention à ce que tu fais. Il y a ce que tu as le droit de faire, il y a ce qui est limite. Moi, je préfère qu'on ne fasse rien que. Il faut toujours faire attention, réfléchir. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci vraiment à nos 4 intervenants du jour. Je pense que c'était très intéressant, ça permettait de faire un large tour autour de la stratégie de contenu. Donc ce que je vous propose, c'est que le prochain atelier, donc, dans cette salle, commencera la conférence sur les smart data d'ici 10 minutes. Vous avez le temps d'aller prendre un café, de boire quelque chose qui est très chaud. Dans la salle CDT en Alsace, hein, donc profitez-en. Et pareil, je pense que les intervenants vont pouvoir vous retrouver ou poser des questions. L'atelier sur les supports web n'a pas commencé, rassurez-vous. Il se trouve au fond à droite. Bonne pause.